Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler créativité, nous allons parler intuition, nous allons parler cerveau droit et cerveau gauche. Le cerveau droit, siège de la créativité, de l'intuition, de l'émotion, prend sa revanche aujourd'hui grâce à Marjorie Piodo-Domange. Bonjour Marjorie, ravi de t'accueillir. Oui, bonjour Roland, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Alors la semaine dernière, vous étiez également très nombreux, vous étiez plus de 350 inscrits pour écouter Idé Roudad, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, pour nous parler de l'impact de ChatGPT et de l'IA pour la vente et le marketing. On vous a envoyé également la semaine dernière quelques applications qui ont été testées par les équipes internes d'Incentive. 8 applications qui peuvent vous aider au quotidien. Vous les retrouverez sur notre blog ou n'hésitez pas à retrouver également la masterclass de IDER dans notre chaîne YouTube ou sur votre chaîne de podcast préférée. Voilà, alors qui sommes-nous? Les masterclass d'excellence commerciale sont sponsorisées par Incentive. Incentive, c'est une application pour simplifier la vie des managers. Une citation de François Michelin, si j'utilise des mots simples quand je parle, c'est simplement pour être sûr de comprendre ce que je dis. Si j'utilise des mots simples quand je parle, c'est simplement pour être sûr de comprendre ce que je dis. Et bien souvent, les messages ont du mal à diffuser dans une organisation. Et Incentive est une application pour digitaliser, simplifier l'accompagnement managérial, s'assurer d'une bonne homogénéité du coaching et du management à travers toute votre organisation commerciale, à travers les différentes régions, les différents pays. Voilà, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, dans des univers aussi variés que le retail, l'industrie ou les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Victor, est-ce que tu peux nous faire le portrait de notre grand invité d'aujourd'hui? Oui, bonjour à tous, bonjour Marjorie. Alors, Oui, Marjorie Podemange-Rafecas, vous êtes experte en marketing et communication, diplômée de ESTP-EAP. Vous êtes aussi titulaire d'un DEUG en philosophie et en droit de la propriété intellectuelle. Vous collaborez régulièrement en tant que chroniqueuse à la cause littéraire, ainsi que sur votre blog Feeling Good, qui met en lumière l'actualité des sciences, des idées en sciences humaines, pardon. Vous travaillez aujourd'hui dans le développement de la protection sociale chez Malakoff Humanis. Vous avez eu un coup de foudre amical pour Ferial Turon, docteur en pharmacie et spécialisé dans les neurosciences. En 2018, inspiré par le livre de Lucien Israël, Cerveau droit, cerveau gauche, culture et civilisation, vous décidez d'écrire un livre ensemble autour de l'intuition, la revanche du cerveau droit. Vous vous adressez aux managers et à tous les curieux. Votre livre rassemble les témoignages de 40 experts dans des domaines variés et propose des pistes de transformation pour nos sociétés, mais aussi pour chacun d'entre nous. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Marjorie. Elle y répondra en fin d'entretien. Merci. merci pour cette présentation. Alors Marjorie, ravi de pouvoir t'accueillir. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur cerveau droit, cerveau gauche, quelle est la science derrière ça? Après, on regardera concrètement dans quel état se situent les équipes dans les entreprises entre cerveau droit et cerveau gauche et comment est-ce qu'on peut faire évoluer. Est-ce que tu peux nous donner un peu de définition de contexte sur cerveau droit, cerveau gauche? Oui, donc le cerveau gauche, cerveau droit, c'est inspiré de l'asymétrie cérébrale. Alors, notre livre, c'est pas un livre de neurologie, hein, même si on réexplique ce que c'est que l'asymétrie cérébrale qui avait été découverte par Paul Broca au 19e siècle, ensuite a été mise en valeur par Roger Sperry, qui a eu le prix Nobel de médecine donc dans les années 90. Donc depuis, alors souvent on dit que l'asymétrie cérébrale, ça je suis sûre que certains l'ont déjà entendu, c'est un neuromythe. Alors nous au départ on est parti du principe que c'était un neuromythe, ça ne nous dérangeait pas parce on l'a utilisé de façon métaphorique. Mais finalement, on s'est rendu compte en interviewant un neurologue qui est présent dans notre livre qui s'appelle Paolo Bartolomeo et qui est un spécialiste du cerveau droit, mais vraiment au sens neurologique. L'asymétrie cérébrale n'est pas un neuromythe, c'est une réalité vraiment médicale. On a bien deux hémisphères où il y a certaines fonctions qui sont latéralisées. Et le cerveau gauche, justement, c'est ce qui nous permet, là je suis en train de parler, en fait je parle grâce à mon cerveau gauche, c'est ce qui me permet d'agencer des mots, des syllabes.
Après, vous allez peut-être trouver que j'ai une petite musicalité dans ma voix. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt notre cerveau droit qui va l'interpréter, ce qu'on appelle la prosodie. Donc voilà, donc typiquement, on donne un exemple dans notre livre, c'est pour écouter de la musique, on utilise vraiment nos deux hémisphères. Donc le gauche va nous permettre de saisir la justesse des notes du rythme et le droit plutôt la mélodie, le côté émotionnel de la musique. Donc ça prouve bien qu'on a vraiment besoin de nos deux hémisphères. On ne peut pas être que cerveau gauche ou que cerveau droit. Mais nous, ce qu'on prône dans notre livre, c'est qu'on a besoin des deux et de rééquilibrer les deux et de trouver une belle harmonie en fait avec ces deux sortes de récepteurs en fait, ces deux types. On voit qu'il n'y a, pas que deux types d'intelligence, d'ailleurs il y en a beaucoup plus. Donc voilà, nous on dit ce concept neurologique est intéressant. D'ailleurs, il y a des psychologues après qui l'ont utilisé. On pourra en reparler tout à l'heure, mais le test d'Hermann qu'on appelle HBDI est inspiré de l'asymétrie cérébrale. Et donc quand on dit on est cerveau droit ou cerveau gauche, en fait c'est ce type de test de psychologie qu'on utilise. Mais bien sûr, rien à voir avec notre cerveau en vrai. Il y a un livre passionnant qui est paru il y a quelques années d'Howard Gardner, un Américain, qui lui est un neurologue, qui a analysé toutes les pathologies et les accidents que les gens avaient eus qui atteignaient une partie de leur cerveau et relier ça aux impacts que ça avait sur leur capacité à comprendre. Et il a écrit ce bouquin qui s'appelle les 7 différents niveaux d'intelligence, où il distingue, et c'est ça qui est passionnant, que l'intelligence, elle est multiforme. Il y a l'intelligence de la musique, il y a l'intelligence du langage, il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence des mathématiques. Voilà. Et ce qu'on mesure comme une intelligence scolaire, finalement, est assez restrictif par rapport à tout le potentiel de l'intelligence humaine qu'on va retrouver dans les différentes parties du cerveau. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on a intitulé un chapitre « L'intelligence est-elle mesurable ?» Aujourd'hui, celle qu'on mesure avec le QI, c'est plutôt l'intelligence logico-mathématique. Mais toutes les autres, on les mesure pas. Donc, c'est pour ça que même, d'ailleurs, il y a la mode des HPI. Ce qu'on appelle un HPI aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a un très haut score en QI. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui n'ont pas des hauts scores en QI sont idiots. Je pense qu'on peut aussi... Par exemple, la créativité, ça ne se mesure pas. Les psychologues ont essayé. Ils n'arrivent pas en fait à faire des tests qui pourraient fonctionner. En revanche, l'intuition peut se mesurer un petit peu. Donc, alors évidemment, c'est pas des tests que les psychologues font en France, hein, c'est plutôt à l'étranger parce que les Français sont peut-être trop cartésiens et trop fermés par rapport à ça. Mais oui, il y a des tests d'intuition qui existent. Alors, ton livre s'appelle La revanche du cerveau droit. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous des cerveaux gauches? Alors, en fait, on parlait du sien Israël tout à l'heure, qui a écrit sur les civilisations cerveau gauche et cerveau droit. Nous, en Occident, on va dire, cerveau gauche. On est entré dans une ère très rationaliste depuis Descartes. Donc, ça fait depuis 4 siècles, voilà. Donc, c'est vrai que la société occidentale est aujourd'hui plutôt cerveau gauche si on l'oppose à la civilisation orientale qui serait plus cerveau droit. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a toujours été. Parce que justement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au Moyen-Âge, l'Occident a été aussi, en termes métaphoriques, plutôt cerveau droit. Il était plus dans une pensée symbolique, voilà, très pieuse. Donc d'ailleurs, il y avait la mode des alchimistes, on était complètement... voilà. Et depuis, ça a changé. Et donc, nous, on trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup quand même dans une société, on dit matérialiste, très rationnelle. Bon, voilà, après, je pense qu'on en avait besoin. C'est pas la peine de critiquer. C'est comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il y a des cycles. Et pour nous, en fait, on s'est dit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, peut-être qu'on arrive là à la fin d'un cycle qui va permettre de mettre en valeur les autres types d'intelligence humaine pour éviter que l'être humain se robotise. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit la revanche du cerveau droit, parce que peut-être qu'enfin les autres types d'intelligence vont pouvoir être remises en valeur dans la société, surtout déjà sur les bancs de l'école, parce qu'aujourd'hui on est quand même très très encore dans cette intelligence abstraite, spéculative, logico-mathématique, et aussi dans les entreprises où on voit qu'il y a l'arrivée des soft skills qui arrivent. Donc voilà, on sent qu'on est un peu dans un virage. Donc le changement de contexte, c'est que les développements des algorithmes et de l'intelligence artificielle vont remplir une grande partie des fonctions opérées par le cerveau gauche
et que donc en tant que collaborateur, ce qu'on va chercher en tant que dirigeant, ce qu'on va chercher chez nos collaborateurs, c'est le complément, c'est-à-dire les fonctions opérées par le cerveau droit, c'est ça? Ouais, bah oui, après ça c'est effectivement notre thèse. On pense que justement l'intelligence artificielle va nous dépasser sur tout ce qui est calculatoire, sur la mémoire aussi, parce que bon voilà, ils ont des bases de données forcément plus puissantes que notre capacité à mémoriser. En revanche, voilà, nous sur la créativité, l'intelligence émotionnelle, l'intuition, on pense que voilà, l'humain a encore toute sa place. Alors bien sûr, il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui souhaitent quand même imiter aussi les émotions humaines. Nous, on appelle ça de l'anthropomorphisme. On a d'ailleurs interviewé Laurence Weber, qui est une spécialiste. Donc voilà, attention aussi à pas confondre émotion et imitation d'une émotion. Voilà, donc on pense qu'effectivement, si on est optimiste, l'arrivée de l'intelligence artificielle est plutôt une chance pour que l'être humain puisse se consacrer plus à la créativité et à d'autres façons de penser. Alors, dans ton livre, tu parles des tests de personnalité, hein, MBTI, HBDI, de Herman. Ces tests permettent d'évaluer des profils de personnes. Certains sont plus analytiques comme Bill Gates, d'autres plus créatifs comme Steve Jobs. Comment est-ce qu'on peut relier les résultats de ces tests avec un diagnostic cerveau droit, cerveau gauche? Alors, HBI, il est directement inspiré de la symétrie cérébrale. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les jaunes imaginatifs, ce serait plutôt les cerveaux droits, et les bleus, les analytiques, seraient plutôt les cerveaux gauches. Bon, après, voilà, on peut avoir un peu des deux, on n'est pas que bleu ou jaune, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont des 4 couleurs, donc qui ont des profils très équilibrés. Et après, MBTI, c'est inspiré de Jung, donc c'est le fameux psychanalyste suisse qui se débrouillait avec Freud et qui avait des théories très innovantes, notamment sur l'intuition. Et donc MBTI a été créé par deux chercheuses américaines qui sont inspirées de Jung. Et alors c'est à partir de 4 lettres, hein, je pense que je ne sais pas si tu connais. Et Tout à fait, j'ai fait mon MBTI. voilà. Donc bon, bien sûr, il y a introverti, extraverti, bon, ça vient de Jung, mais c'est des notions qui sont assez simples à comprendre. Et notamment, il y a aussi la lettre N, qui veut dire intuition. Et c'est là où un métier est intéressant, parce qu'il permet de mesurer effectivement ceux qui ont plutôt une pensée globale et ceux qui ont plutôt une pensée analytique. Et donc, c'est comme ça qu'on réussit à avoir quelques statistiques des profils, notamment de dirigeants qu'on retrouve dans les entreprises. Et justement, ce qu'on dit dans notre livre, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une prédominance des profils organisateurs. Voilà. Okay. Comment est-ce que ces tests, hein, notamment MBTI ou HBI, peuvent nous aider en tant que dirigeants, peuvent aider nos auditeurs à mieux comprendre le fonctionnement de leur équipe et à changer les choses dans leur manière de s'organiser ou de manager? Bah déjà, je pense que ça peut déjà les aider à mieux se connaître. Donc déjà, le faire soi-même, je pense que c'est très, très important parce que on peut déjà aussi comprendre comment on interagit avec les personnes de son équipe. Et ensuite, c'est intéressant d'avoir le profil de son équipe, idéalement de tous les collaborateurs, parce que déjà de vérifier que l'équipe est bien équilibrée, parce que parfois on se rend compte qu'il y a peut-être trop de profils d'organisateurs, trop de profils, on va dire entre guillemets cerveau droit, et je pense qu'il faut vraiment chercher. Je pense qu'on appelle l'intelligence collective, c'est aussi savoir avoir différentes compétences dans une équipe, et ensuite ça peut permettre au manager de connaître les points forts de chaque collaborateur, de les mettre en valeur, et aussi de mieux communiquer avec eux, parce que si on parle d'un autre test, c'est ProcessCom. Le ProcessCom, c'est justement nos profils de communication. On n'a pas tous la même façon de communiquer. Donc, ce qu'on appelle les travaillomènes, donc les thinkers, c'est plutôt des bleus, hein, selon Herman. Ils ont une façon très particulière de s'exprimer, souvent très précise, avec des chiffres. Et quelqu'un qui va être plus imaginatif va avoir une pensée plus globale, il va être plus fort en synthèse. Donc voilà, donc c'est savoir s'appuyer sur les différentes forces de son équipe, parce que souvent, quand on dit que quelqu'un est incompétent, ben, c'est probablement qu'il n'est pas à la bonne place. Voilà. Enfin, c'est rare qu'une personne soit complètement inadaptée à l'entreprise. Donc trouver la bonne place. Alors on a vu ensemble ce que c'était que le cerveau droit et le cerveau gauche.
Là, on voit comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ces équipes grâce à ces tests, Processcom, MBTI, HBI. Troisièmement, comment est-ce qu'on peut aider ces équipes à utiliser le cerveau droit? Alors les équipes commerciales, elles sont plutôt, d'après ce que les études montrent, les études statistiques montrent, elles sont plutôt créatives, intuitives, alors que les directions commerciales, elles, sont plutôt cerveau gauche, orientées process. Alors, comment est-ce qu'on peut développer, continuer à développer le côté créatif et intuitif des équipes commerciales? On le voit aujourd'hui, il y a une nécessité importante de recréer du lien entre les commerciaux et leurs clients après cette période de Covid où finalement les liens se sont distendus et il y a beaucoup d'interactions qui sont maintenant à distance. Comment est-ce que on peut continuer à encourager les équipes à développer leur cerveau droit? Alors, en tout cas, moi, ce que je trouve formidable dans les équipes commerciales, c'est que on a des résultats tangibles, c'est-à-dire qu'on peut mesurer facilement une performance puisqu'on a les résultats quantitatifs. Donc, après, la question, c'est comment on arrive à ces bons résultats. Et c'est là où je pense que les directeurs commerciaux n'ont pas toujours la même vision, parce qu'il y en a qui vont être très process, très imposer des méthodologies. Il n'y a qu'une méthode qui marche, il n'y en a pas d'autres. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être avoir une attitude plus libérale en se disant, bah, de toute façon, mes commerciaux connaissent très bien les clients, donc ils savent s'adapter au profil du client et peuvent arriver au même résultat. Donc je pense qu'il y a quand même cette culture du résultat qui est intéressante. Après, comment les aider à être plus intuitifs, plus dans l'intelligence relationnelle? Moi, je pense que quand même, il y a une grosse part quand même de savoir faire confiance parce que on sait que ce qui va gêner dans les performances commerciales, c'est le stress, enfin le stress négatif, parce que justement, ce que nous apprend les neurosciences, c'est qu'au niveau du cerveau, il faut bien gérer sa dose de stress, qu'elle peut se révéler très vite infructueuse et inhibante. Donc, c'est vrai que pour garder une équipe commerciale, on va dire, performante, je pense qu'il faut déjà qu'elle soit bien dans ses baskets. Donc, c'est vrai que faire, enfin moi je pense que c'est peut-être des évidences que je vais dire, mais faire attention au bien-être de ces commerciaux, je pense que c'est très important parce que ça va forcément se ressentir en rendez-vous client. Donc, il y a vraiment faire très attention à cette gestion des émotions, à cette gestion du stress. Savoir certains coachs en parlent, se reconnecter au présent, parce que parfois on a une charge mentale énorme et je pense qu'on voit plus rien. Donc savoir de temps en temps aussi savoir se poser, et pas toujours en train de courir. C'est voilà, savoir faire des choses un peu différemment. C'est ce qu'on dit dans le livre le Safe to Fail, c'est-à-dire que je pense qu'on l'a déjà entendu, mais de ne pas avoir peur des échecs, de l'erreur, parce que finalement, ceux qui n'ont jamais d'échecs, c'est ceux qui n'essayent jamais rien. Donc voilà, c'est même pourquoi pas féliciter quelqu'un quand il a échoué. Il a essayé un truc, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, il a quand même essayé. Donc, ouais, C'est chez Alphabet, la maison mère de Google, ils lancent des projets qui s'appellent des moonshots. Donc, c'est des grands projets d'investissement pour transformer l'humanité. Par exemple, éradiquer la faim dans le monde ou mettre de l'eau à disposition ou de tous les pays. Et ces moonshots, forcément, il y en a beaucoup qui échouent. On parle d'investissement en plusieurs dizaines de millions de dollars. Et comme ces projets finalement échouent souvent, il y a une cérémonie de célébration dès qu'un projet échoue, parce que quand un projet échoue, ça veut dire qu'on a exploré une voie et que cette voie n'a pas abouti, mais que finalement c'est un succès en soi d'avoir exploré ce territoire, parce qu'on peut ensuite concentrer notre énergie sur d'autres chemins, d'autres initiatives qui elles ont plus de chances de voir le jour. Je ferai référence aussi à la formidable masterclass d'il y a 3 semaines avec Christian Target. Christian Target, c'est le pape de la préparation mentale en France. Il a écrit la Bible de la préparation mentale. Il accompagne de nombreuses équipes de sport. Il a accompagné l'équipe de France de basket aux Jeux Olympiques quand ils sont devenus vice-champions olympiques à Sydney. Et il nous parlait de cet équilibre mental où il faut suffisamment de challenge
pour éviter que les équipes s'ennuient, hein, mais finalement, on arrive à un niveau de défi et quand on dépasse le niveau de confort, la zone de confort de façon trop importante, on arrive dans une zone de panique. Et c'est vrai pour un sportif comme c'est vrai pour une équipe commerciale sur le terrain. Tout à fait. Alors, comment est-ce que tu vois les caractéristiques du commercial de demain et du manager commercial, hein, Oui. qu'est-ce qui va évoluer? Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le cadre de mon travail, j'avais eu l'occasion de mener un projet sur ce que serait le manager commercial de demain. Et avant même de travailler sur le livre La Range Cerveau Droit, en fait, j'étais arrivée à la conclusion qu'en fait, il fallait qu'il soit bicéphale, c'est-à-dire vraiment utiliser à la fois son cerveau gauche et son cerveau droit. Parce que je pense qu'il y a un côté quand même très analytique dans le commercial, où il y a quand même cette culture des chiffres et de savoir planifier pour savoir comment on va arriver à atteindre ses objectifs. Mais en même temps, il y a aussi un côté très spontané dans l'émotion, avec une vision globale. Donc qui est aussi finalement intuitive. Donc, et cette intelligence émotionnelle qui reste essentielle, je pense, quand on a un manager commercial. Enfin, je ne peux pas imaginer en fait un manager commercial qui serait dépourvu de cette intelligence émotionnelle. Enfin, pour moi, ça me paraît très important. Et d'ailleurs, bon, après, ce qu'on voit dans le commercial, c'est qu'il y a encore trop de silos. Par exemple, dans les entreprises, on a traditionnellement toujours une direction de la communication, direction commerciale. Souvent, ce ne sont pas du tout les mêmes directeurs au-dessus. Et pourtant, ce qu'on va demander de plus en plus demain aux commerciaux, c'est d'être des excellents communicants, parce que finalement, c'est quoi un commercial? C'est un excellent communicant. Et d'ailleurs, même, ils sont meilleurs que les personnes qui travaillent à la direction de la communication. Donc, je pense, c'est désiloter tout ça, c'est de dire finalement, si je suis un bon communicant, je peux être un bon commercial, et inversement. Alors après, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a la communication orale, il y a la communication écrite. C'est peut-être pas les mêmes compétences, mais demain, ce qu'on va demander aux commerciaux, c'est déjà sur les réseaux sociaux, on voit, hein, il faut qu'ils communiquent de plus en plus, qu'ils sachent faire des posts, qu'ils suscitent de l'engagement. C'est une nouvelle façon d'aller chercher des leads. Et aussi, je pense que c'est un bon commercial, c'est aussi un bon psychologue, hein. C'est savoir cerner tout de suite l'émotion de son interlocuteur, de savoir s'adapter, de savoir les mots qu'il faut éviter selon le profil. Et donc finalement, c'est vraiment, je dirais que c'est des couteaux suisses, hein, les futurs commerciaux. Et pour le manager, c'est pareil, c'est savoir aussi orchestrer toutes ces compétences en bonne intelligence. Donc ça va. Oui, pour moi, il faut surtout pas qu'un directeur commercial, ça se rapproche d'un robot qui se contenterait de distribuer des objectifs, de suivre le nombre de rendez-vous. Enfin voilà, je pense que c'est pas. Pour moi, ça peut pas ressembler à ça demain. Mais après, La fameuse on a des bâtonnette outils aiguë, hein. maintenant de l'intelligence artificielle. La Voilà. fameuse bâtonnette aiguë des managers qui sont des releveurs de compteurs et des passe-plats de l'information du siège vers le terrain. Et on a beaucoup de managers qui nous remontent régulièrement le fait qu'ils sont perdus entre ces différents silos dont tu parles. Le silo finance avec les tableaux de bord de pilotage de la marge, du chiffre, etc. Le silo RH avec tous les SIRH, les entretiens annuels. Le silo formation avec toutes les formations réglementaires, techniques produits. Le silo marketing avec tous les leads qui arrivent et le traitement de ces leads. Voilà. Et finalement, le manager se retrouve à la croisée des chemins de tous ces outils, de tous ces processus, et a beaucoup de mal finalement à libérer du temps pour accompagner efficacement, humainement, individuellement chacun de ses collaborateurs. Hein, donc c'est un enjeu finalement, l'enjeu humain du management commercial, il est bien là. Hein, il est bien là. Et d'ailleurs, je pense toujours plus intéressant que le directeur marketing et le directeur commercial finalement soient la même personne, parce que ça permet comme ça aussi d'avoir la même stratégie. Et je pense que aussi le directeur commercial de demain sera forcément un stratège. Ouais. Et on voit d'ailleurs de plus en plus dans les entreprises des postes de Chief Revenue Officer. Et le Chief Revenue Officer, il combine à la fois les fonctions de directeur marketing et de directeur commercial.
Alors, tu décris un certain nombre de méthodes, hein, et il y a une méthode qui est vraiment intéressante, qui est la méthode Squircle de Francis Scholl, qui a mis au point une méthode pour réconcilier l'analyse critique et analytique qu'on pratique à l'école, par exemple, qui est représentée par le carré, un square, avec notre expérience du monde et de nos sensations, qui est représentée par le cercle, un circle. D'où la méthode Squircle. Et cette méthode, elle permet d'augmenter sa concentration, de travailler sur son intuition par la respiration, les jeux, l'écoute. Est-ce que tu peux nous en parler? Mm. Oui, en fait, souvent, ce qu'on oublie quand on est dans le travail, c'est qu'on est aussi un corps. Donc, vraiment, c'est pour ça que nous, dans notre livre, on parle beaucoup de Spinoza, justement. C'est parce que le système cartésien, c'est vraiment séparer sa tête de son corps. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale de ce que l'on est et se reconnecter dans son corps pour être plus intuitif. Donc lui, effectivement, il a créé une méthode qui permet déjà de mesurer si on est plutôt square ou cycle ou cercle. Et ensuite, voilà, il met en situation des équipes et voilà, il leur donne un certain nombre de choses à faire pour se reconnecter un peu plus au présent et avec une question complexe à résoudre. Donc ça permet de mettre les équipes en situation et de aussi apprendre à travailler sur l'intelligence collaborative. Et donc voilà, il a développé une méthode comme ça. Il travaille beaucoup avec L'Oréal parce que L'Oréal, voilà, c'est vraiment on va dire leur fond de commerce, c'est quand même l'innovation et la créativité. Et lui-même, il a un profil un petit peu atypique parce qu'il a fait HEC, donc il a fait quelque chose de très structuré au départ. Et puis finalement, il s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il était plutôt créatif. Donc il a été aussi, il a fait un peu des activités artistiques. Et c'est pour ça qu'il habite aujourd'hui aux États-Unis. Puis il a développé cette méthode Squircle qui permet voilà, d'entraîner enfin, on va dire des équipes à être plus créatives et intuitives. Et alors Francis Scholl, dans son livre, il soulève un paradoxe qui est que les dirigeants ont recours à l'intuition, mais n'en parlent pas, une sorte de pudeur, et diffusent pas cette méthode aux managers et aux équipes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et comment est-ce qu'on peut réconcilier finalement l'attitude du dirigeant et puis une culture managériale différente? Mmh. Oui, c'est vrai qu'en fait, il nous a fait rire qu'on l'avait interviewé parce qu'il avait dit les dirigeants avec l'intuition, c'est le même rapport qu'ils ont avec leur maîtresse. Bon, évidemment, on l'a pas remis dans le livre, mais c'était un peu à titre anecdotique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dirigeants n'ont aucun mal à avouer en one-to-one qu'ils utilisent l'intuition. Mais après, effectivement, ça se dit pas dans l'entreprise parce qu'on est quand même encore sous, on va dire, le joug du côté très rationnel, très analytique. Il faut apporter les preuves. Voilà, c'est pour ça qu'on fait encore appel à des grands cabinets de conseil pour justement justifier tous les plans stratégiques des entreprises. Alors après, comment faire pour que l'intuition soit mieux acceptée dans l'entreprise? Je pense qu'il faut juste peut-être réexpliquer ce que c'est que l'intuition. Parce qu'il y en a plusieurs en plus. Alors souvent, voilà, il y a on va dire des psychologues spécialisés en neurosciences qui donnent souvent une vision très réduite de l'intuition. Ils vont dire par exemple qu'il y a le système 1 qui est la pensée rapide, système 2 la pensée plus coûteuse. Donc là, voilà, ça serait l'intuition. Pour ce type de scientifique, ça serait juste la pensée rapide, donc automatique, conditionnée, basée sur notre expérience. Donc avec des biais cognitifs, donc ça c'est péjoratif. C'est le fameux livre de Daniel Kahneman, hein, qui a été prix Nobel Voilà, d'économie pour Système 1, Système 2. voilà, donc Nobel d'économie. Donc, enfin, en général, les économistes, on va dire, sont plutôt très cerveau gauche. Justement, j'aimerais bien trouver des économistes plus cerveau droit. D'ailleurs, souvent, ils ont du mal à prédire quand même l'avenir de l'économie. Hein. C'est toujours tout le débat. D'ailleurs, on parle aussi de la finance sur les traders. Est-ce que un trader peut faire mieux que la machine? Donc l'intuition, je pense aujourd'hui, alors ce qui prennent, alors, paradoxalement, le secteur qui prend plus au sérieux l'intuition, parce que bon, dans notre livre, on explique les différentes formes d'intuition, et donc il y en a une, c'est la télépathie. Donc, et ceux qui ont pris très au sérieux la télépathie, c'est l'armée et les services secrets.
Donc, il y a eu des expérimentations très sérieuses qui ont été faites aux États-Unis et aussi par les Russes. Parce qu'évidemment, si on utilise bien, par exemple, la télépathie, on peut savoir où est l'ennemi. Donc, c'est pour ça que l'armée trouve ces techniques intéressantes. Donc là, évidemment, en entreprise, on est loin d'utiliser ce type d'intuition, mais ça, c'était juste pour montrer un exemple. Voilà. Ensuite, l'intuition, ce qui est très important, c'est quand je vais lancer un nouveau business, c'est là effectivement que ça va nous aider, parce que même si on a le super business plan, on sait très bien que souvent le business plan, ça va pas se passer comme on l'avait imaginé en termes de chiffres. Et c'est ce qu'on dit en fin juillet, c'est en gros d'utiliser le bon timing au bon emplacement avec les bonnes personnes. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'intuition, et on sait que c'est quand même un vrai sujet en marketing, parce que souvent il y a des très bons produits qui ont été lancés trop tôt, parfois on arrive trop tard. Donc voilà, c'est peut-être juste réexpliquer ce que c'est que l'intuition. Et quand on dit intuition, c'est aussi la créativité, comment sortir des sentiers battus, parce que finalement, on se rend compte que c'est souvent plutôt les petites entreprises qui arrivent à innover et pas les grandes, parce que bon, les grandes, voilà, elles ont trop de process et donc ça permet pas de libérer la créativité. Donc la méthode Squircle, on arrive à la fin de cet entretien. Il y a deux autres méthodes qui sont très bien décrites dans le livre, hein, qui est la méthode Alpha and You de Agnès Pierre et Christophe Alvarez, qui explique comment on peut se projeter dans le futur pour atteindre ses objectifs. Il y a également le coaching global, hein, de Philippe Rosinski, qui est le pionnier du coaching global, qui permet en utilisant des références à la psychologie, à la culture, à la spiritualité, à la politique, d'aborder ces problématiques et son développement personnel de façon plus riche et plus inclusive. Tout ça est bien sûr à retrouver dans ce merveilleux ouvrage, la revanche du cerveau droit. Pour finir, est-ce que Marjolaine, tu as une citation qui t'inspire particulièrement et qui pourrait inspirer nos auditeurs? En fait, alors c'est pas vraiment une citation, c'était au départ, on voulait intituler notre livre le 21e siècle sera créatif ou ne sera pas, en s'inspirant de la citation de Malraux. Bon, notre éditrice trouvait que c'était trop long comme titre, mais donc voilà, nous on a vraiment écrit ce livre pour que demain, voilà, on ait un futur plus créatif que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et donc voilà, c'est pas vraiment une citation, mais c'est en gros le point. C'était la conclusion de notre livre. Une très belle conclusion. Pour aller plus loin, bien sûr, les ouvrages de référence que tu as mentionnés au cours de cet entretien, Lucien Israël, Cerveau droit, cerveau gauche, Culture et civilisation, aux éditions Plomb, publié en 1994. Libérez votre futur. Oui, pardon. Oui, je disais que ça a été écrit, Lucien Israël était un médecin qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais effectivement, son livre était très novateur dans les années 90. Libérer votre futur, la méthode Alpha and You, hein, pour se projeter et puis renforcer ses chances de succès, de Christophe Alvarez. L'intelligence intuitive pour réussir autrement, Francis Scholl. Et puis ton blog qui s'appelle Feeling Good, le blog de la philosophie au service du bien-être. Avec une belle illustration de Spinoza, qui est un peu le fil conducteur de cet ouvrage, hein. On retrouve Spinoza et sa philosophie tout au long de... Pardon. On retrouve Spinoza tout au long de cet ouvrage, avec sa merveilleuse philosophie d'ouverture et d'empathie. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface GoToWebinar. Et pour ceux qui doivent nous quitter, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du travail de culture, hein, du travail sans frontières,
efficacité et professionnalisme dans un environnement multiculturel avec Franck Rouault, docteur en anthropologie des organisations. Alors Victor, est-ce que nous avons des questions de nos auditeurs pour Marjorie? Oui, alors, on a des questions. Alors, première question de Rafika. J'ai toujours pensé que les émotions et l'intuition étaient des notions difficilement maîtrisables. J'ai de ce fait du mal à comprendre comment pouvoir agir sur le cerveau droit et lui permettre de déclencher certains de nos comportements. Mmh. Alors, ouais, c'est une bonne question. En fait, quand on dit travailler son cerveau droit, c'est vrai qu'on va pas pouvoir, sur le plan neurologique, travailler son cerveau droit. En revanche, on peut travailler sur ses émotions, on peut travailler sur son intuition. Il y a quand même, ouais, je pense que c'est quand même aujourd'hui très très important de savoir gérer ses émotions. Comme on disait aussi tout à l'heure, bien gérer son stress pour justement ne pas se retrouver complètement bloqué. Donc, et sur l'intuition, il y a quand même je dis pas des techniques parce que bon, c'est peut-être pas le terme, mais il y a quand même des savoirs lâcher prise de temps en temps. Par exemple, on parle beaucoup dans notre livre du pouvoir de la méditation. Je pense que oui, c'est vrai que quand on arrive quand même à reposer un petit peu son cerveau, savoir que notre cerveau émet des ondes et donc on modifie les ondes qu'émet notre cerveau quand on fait des méditations. Donc là, il y a des études très sérieuses scientifiques avec l'imagerie cérébrale qui ont mesuré des méditants, on va dire des experts, et ils ont constaté une modification dans le cerveau, des aires cérébrales. Donc c'est quand même pas gadget, les méditations. Moi-même, je fais énormément de yoga parce que j'ai remarqué que ça me procurait effectivement une sérénité d'esprit qui me permet après d'être beaucoup plus performante. Et quand on dit aussi, je pense travailler sur son cerveau droit, quand je disais tout à l'heure, c'est vraiment se reconnecter à son corps. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je crois beaucoup au bienfait du sport aussi. Je pense que voilà, toutes les entreprises qui mettent en place des activités sportives, moi je pense que c'est bien parce qu'on travaille aussi, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aussi tous un peu des énergies et que le sport, je pense, d'avoir l'air énergique, d'apporter quand même une certaine lumière quand on rentre dans une pièce, c'est important. Donc voilà, quand on dit mieux gérer ses émotions, c'est pas oublier aussi que voilà, on est un corps et qu'on n'est pas justement qu'un cerveau. Voilà, donc moi j'invite tout le monde à voilà, à être dynamique, même à marcher, ça fait du bien. Question de Hajar. Est-ce que vous pouvez revenir sur le coaching global, décrire ce que c'est rapidement? Ah oui, alors le coaching global, ça c'est un coach qui s'appelle Philippe Rosinski, qui est en fait un spécialiste du coaching international. Donc il est spécialisé dans tout ce qui est travail culturel, pardon. Et en fait, lui, alors justement, il est typiquement dans la mouvance, il faut reconnecter son corps à son cerveau. Donc il travaille sur 6 dimensions. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a culturel, politique, physique, voire spirituel, parce que lui, il pense aussi qu'on est plus performant quand on donne du Spirituel. sens, voilà, à son métier. Donc, pour lui, la dimension spirituelle devrait être aussi traitée en entreprise pour que les collaborateurs soient beaucoup plus engagés, plus convaincus, voilà, au quotidien. Et bien sûr, il y a aussi la dimension psychologique, parce que souvent, nous avons tous des croyances limitantes. Donc il faut beaucoup travailler dessus, y compris enfin, comprendre les croyances limitantes des personnes que nous avons en face aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Donc c'est important de travailler sur ça. Et ce qu'il appelle aussi la dimension politique, c'est croire à son pouvoir de convaincre les autres, parce que parfois je pense on a justement, on a tendance à se dévaloriser. Et la dernière chose, c'est bien travailler sur son stress, car souvent ce qu'on constate en entreprise, c'est que les collaborateurs cherchent à être parfaits. Or, on leur demande pas d'être parfaits, on leur demande juste voilà, de tenter des choses et d'être performants. Et souvent, c'est cette image de la perfection qui en fait nous rend beaucoup plus immobiles et craintifs. Et donc, c'est aussi travailler sur toutes ces choses-là pour oser davantage.
Question d'Alexandre. Comment faire pour aller contre sa nature, entre guillemets, c'est-à-dire être cercle quand on est carré et inversement? Bah, déjà, il faut déjà faire le test pour savoir si on est plutôt cercle ou carré, parce que peut-être on peut avoir des surprises, hein. Parfois, on pense qu'on est quelque chose et finalement, on a des croyances limitantes et on peut être plus cercle qu'on ne l'imagine. Et ensuite, bon, c'est une vraie question parce que effectivement, si on est plutôt carré, ça va être peut-être plus compliqué d'être imaginatif. Et inversement, pour l'imaginatif, ça va être plus compliqué d'être structuré analytique. Mais il y a quand même des exercices pour s'ouvrir davantage. Et en gros, parce que même quelqu'un qui est très analytique, il peut être créatif, hein. C'est vraiment essayer d'utiliser le maximum de son potentiel d'intelligence. Par exemple, j'aime bien donner l'exemple d'un fiscaliste. On peut croire que c'est pas créatif, mais si, il peut trouver quand même des montages créatifs. Donc même voilà, quelqu'un qui est dans des métiers très cadrés peut aussi trouver des solutions innovantes. Et inversement, peut-être qu'un artiste il va trouver quelque chose de créatif dans une pensée analytique. Donc voilà, tout rebondit. Question de Lucie. Comment expliquer qu'on ait autant mis en valeur le cerveau gauche? Bah ça c'est le poids de l'histoire. Je pense pas que c'était volontaire. On est rentré dans la pensée rationnelle avec Descartes, avec aussi l'avènement de la science, hein. Et donc ça a permis beaucoup de progrès quand même à nos sociétés. Donc on peut, enfin je pense que c'est de toute façon on va dire cette période très rationnelle a été utile puisqu'il a fallu quand même aussi lutter contre certaines mauvaises intuitions, hein, superstitions, je dirais plutôt, parce que quand on est sorti du Moyen Âge, il y avait quand même beaucoup de superstitions. Donc voilà, c'est ce qui nous a permis, je pense, d'accéder aux démocraties. Parce que la Déclaration des droits de l'homme, c'est justement un homme universel. Donc voilà, donc forcément utile dans l'avancée de notre humanité. Mais voilà, maintenant je pense qu'on est arrivé un peu au bout. Bah, c'est bien, on a mis en place des choses, on a bien structuré. Mais peut-être maintenant, il va falloir trouver plus de sens à l'évolution de notre humanité. Et puis, même au niveau de la science, on voit que la science est en train d'arriver aussi au bout de quelque chose, parce qu'elle a été très dogmatique, très matérialiste. Et il y a la physique quantique qui arrive, qui quand même est très très perturbante, parce que c'est une façon de voir la réalité qui est pas du tout, pour le coup, intuitive, hein, parce que déjà notre notion du temps passé, présent, futur, la physique quantique, ça remet tout ça en question. Donc ça veut dire que le temps linéaire n'existe pas. Donc voilà, je pense qu'on a aussi la science est aussi un tournant où demain on va pouvoir faire d'autres innovations parce qu'on aura la vision de la physique quantique qui va apporter des nouvelles choses. Marjorie, un immense merci. La revanche du cerveau droit, une Bible pour une ouverture pour demain. Merci de ton entretien. Merci des méthodologies que tu nous as aidé à mieux comprendre, la méthode Circle, la méthode Alpha You, le coaching global, des voies pour continuer à travailler, à muscler son cerveau droit, tout en gardant les pieds sur terre avec son cerveau gauche. Un immense merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour manager dans un environnement multiculturel avec Franck Rouault, guide de survie, pour un travail sans frontières. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci.